Depuis plus de 30 ans, nos océans ont subi de nombreux excès de la part du monde de la pêche. Le toujours plus n'a pas épargné l'exploitation des mers. Surexploitation des stocks, effondrement de certaines espèces, destruction d'habitats ont malheureusement été d'actualité ces dernières années. Les ressources marines sont une des premières ressources renouvelables dont on voit aujourd'hui les limites. Cependant, opposée à cette pêche à outrance et destructrice, une pêche dynamique et vertueuse voit peu à peu le jour. Contrairement à la vision productiviste de la pêche industrielle, l'écosystème devient ici un allié et les objectifs économiques sont synonymes de progrès social et de respect de l'environnement. C'est une pêche à visage humain. À l'heure où se jouent les discussions sur la réforme de la politique commune des pêches, le WWF France a pris le parti de prouver qu'une pêche responsable et durable est d'actualité, à travers 3 exemples français. 3 exemples, 3 lieux, 3 voyages, qui nous conduiront à la découverte de ces quelques pêcheurs aux méthodes de travail respectueuses de la ressource et de l'environnement. Dans le Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz, en Normandie du côté de Granville, et sur le littoral corse. Saint-Jean-de-Luz, situé dans le Pays Basque à la frontière de l'Espagne, est réputé pour être une des stations balnéaires des plus prisées par les amateurs de glisse. Cette ville a su conserver un patrimoine culturel et artisanal à l'image de ses activités de pêche. Sa criée est réputée dans toute l'Aquitaine. Nous sommes partis à la découverte d'un des métiers de cette pêcherie, le merlu de ligne. Anne-Marie Vergès et Patrick Lespiel, tous 2 patrons pêcheurs, exercent cette activité. Quelles ont été leurs motivations ? J'étais agent EDF et bon, le boulot me plaisait, mais bon, j'avais du mal quand même à aller au boulot tous les jours avec la mauvaise ambiance qu'il y avait dans notre groupe. Et ça fait que, bon, même si le boulot était dur, je ne comptais pas les heures sur la pêche parce que bon, c'était une passion. Et puis ça s'est développé comme ça. Bon, c'est sûr qu'au début, j'ai travaillé énormément, puisque je travaillais le jour et la nuit. J'avais un petit bateau où je faisais la pibale, la civelle. Et après, bon, je me suis développé que sur la mer. Voilà, je suis arrivé au San Mateo. J'ai découvert ce métier parce que j'avais un copain qui exerçait le même métier. Ça m'est arrivé d'aller en mer passer une journée ou 2. Et puis j'ai attrapé le virus et jusqu'à ce que je me dise pourquoi est-ce que je n'essayerais pas. Bon, déjà être en mer, c'est très plaisant. C'est le métier de la palangre qui me plaît, hein, travailler avec des hameçons. Je ne voudrais pas travailler avec des filets ou dans un chalutier. Voilà, je ne veux pas faire la pêche à n'importe quel prix. Rien ne prédestinait nos 2 personnages au métier de pêcheur. Patrick et Anne-Marie exercent une pêche artisanale. Mais quelles sont leurs pratiques ? Alors c'est un bateau où on travaille 6 mois à la palangre merlu, bon, exclusivement, palangre de fond. On fait un petit peu la palangre en surface pour le bar et la dorade, mais bon, c'est un poisson qui se raréfie quand même depuis le réchauffement climatique sur nos côtes. Après, on fait, à partir de septembre, on fait le filet jusqu'au mois de mars. Jusqu'à tout l'hiver, on essaie d'attraper quelques dorades, maigres, bars et tout ça. Après, on fait la sole 2 à 3 mois de l'année pour améliorer la saison, quoi. Pratiquement maintenant, toute l'année, on fait le merlu. Ça nous est arrivé de faire les palangres à Louvine et à Bar, quoi, et à Royal. Mais il y en a de moins en moins. On peut aussi de temps en temps faire la palangre pour le congre. Mais donc principalement, nous, on est axés sur le merlu. La palangre, c'est une grande ligne avec plein de fils avec des hameçons suspendus. Et on intercale tous les 15 hameçons un flotteur et un poids de manière à ce que la ligne soit légèrement décollée du fond, qu'elle soit en dents de scie. Parce que le merlu est un poisson dit pélagique, ce qui veut dire entre 2 eaux. C'est pas vraiment un poisson de fond, c'est pas un poisson de surface. La meilleure saison pour le merlu, c'est en général le printemps, mais sachant que plus ou moins il y en a toute l'année, mais disons que les plus grosses pêches s'effectuent au printemps. Notre journée se décompose comme suit. On démarre le matin aux alentours de 7 h, parce qu'on travaille derrière un bateau qui, lui, s'en va à plus de bonne heure et va vers 4 ou 5 heures, et on travaille donc derrière lui. Alors il y a un bateau qui pêche le jour, un bateau qui pêche la nuit, c'est-à-dire un bateau qui part à 4 h du matin, qui libère la première ligne, c'est-à-dire 600 hameçons minimum pour 9 h. Alors on commence à virer un peu avant 8 h.
Et on vire 600 hameçons un peu, 600 ou ça dépend, à peu près les bateaux virent 600 hameçons à l'heure à peu près. On essaie de respecter cette cadence de virage pour ne pas gêner un collègue qui va venir derrière nous poser les lignes. Seulement, poser des lignes suppose un bon état de la ressource. Or, ces dernières années, les scientifiques ont estimé l'espèce menacée. Qu'en est-il réellement aujourd'hui ? Avant que je commence la pêche, j'avais entendu un gars d'Ifremer dire que le merlu était en abondance, qu'il n'était pas suffisamment pêché et donc on encourageait fortement les pélagiques à l'époque. Et puis les pélagiques d'ailleurs ont pêché énormément. Et puis il y a eu une sonnette d'alarme de tirer, comme quoi en effet le merlu était en danger et en effet on a connu des années de misère, mais de misère noire. Les premières alertes sur le stock de merlu, à ma connaissance, ont eu lieu en début 2000. Ça a fait l'objet de mesures d'urgence de reconstitution du merlu, notamment des cantonnements avec des restrictions sur certains engins dans le Golfe et en West-Irlande, mesures qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Finalement, 10 ans après, et ce depuis à peu près 4 ans, on assiste à un retour de cette espèce, une reconstitution des stocks de manière assez importante. Dans le Golfe, c'est une réalité, mais aussi en Ouest-Écosse, Ouest-Irlande, sur tout l'Atlantique, y compris en mer du Nord. Les pêcheurs en sont les témoins, mais ceux d'ici, mais aussi ceux de Bretagne ou ceux même situés en Irlande. Et puis là, depuis 2 ans, il semblerait que le merlu se soit à nouveau reconstitué. Alors est-ce que c'est comme par hasard parce qu'il n'y a plus de pélagique dans le coin et donc le merlu il est plus matraqué. Enfin, toujours est-il que, comble de coïncidence, depuis qu'il n'y a plus de pélagique, on dirait que le merlu à la fosse au moins est revenu. Tous les métiers du merlu n'ont donc pas le même impact sur la ressource. En quoi la pêche des ligneurs de Saint-Jean-de-Luz est-elle plus responsable ? Je pense qu'au niveau de Saint-Jean, on est donc une dizaine de bateaux à pratiquer ce métier. On travaille entre de 1200 à 1800 hameçons, d'autres un peu plus, mais enfin en règle générale ça se cantonne à ça. Alors bon, sur la palangre, il y a des bateaux aussi qui font le même métier que nous. C'est des bateaux espagnols, des bateaux assez gros, des bateaux 40 à 50 mètres, qui font aussi, qui se disent palangriers, qui sont palangriers. Mais bon, comme à différence de nous, ils travaillent entre 10 et 15 000 ou 20 000 hameçons par jour. Une chose est sûre, c'est que nous, on n'a pas de prise accessoire, on n'a pas de rejet. Contrairement donc aux pélagiques, aux fileyeurs, qui eux font énormément de rejets, chichards, tacos, perlites, divers, etc., qui fait partie de la chaîne alimentaire. Tandis que nous, au moins, on ne détruit pas ni la faune ni la flore, disons principalement les merlus, quoi. Le poisson est attrapé vivant, en principe, tout le poisson est attrapé vivant, exceptionnellement un poisson de temps en temps mort, mais c'est rare. Souvent, le poisson qu'on pêche et qui commercialement éventuellement ne nous intéresse pas ou qui est trop petit, etc., à 90%, ce poisson-là, on le rejette et il repart vivant. Voilà, contrairement aux autres techniques de pêche. Cette pêche responsable des ligneurs de Saint-Jean-de-Luz est valorisée par des démarches de l'organisation de producteurs Cap-Sud. Cap-Sud compte 77 adhérents à ce jour. Ce qui correspond à la majeure partie, l'essentiel des pêcheurs en mer, des ports, en commençant par le sud, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, Bayonne et Cap-Breton. C'est une structure coopérative ou associative dont l'adhésion est volontaire par les pêcheurs et qui reçoit un agrément par la communauté européenne pour réaliser un certain nombre de missions. Ça peut être le soutien de prix minimum, des actions de valorisation, de communication. La valorisation ne peut se faire que par la garantie d'une pêche responsable et une traçabilité du producteur au consommateur. La démarche du PINS Merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz remplit ces critères. Le PIMS, à l'origine, je crois que j'ai été un peu dans celles qui ont demandé à avoir un PIMS pour le merlu parce que j'avais vu la même chose qui s'était fait pour le bar. Notamment, c'était les Bretons qui étaient à l'origine de ça. Et les Bretons ont été très forts parce qu'ils ont su vraiment mettre en valeur leur bar de ligne. Et d'ailleurs, ils ont des prix, ils ont de très bons prix pour le bar. Pour utiliser le PINS et le matériel d'étiquetage qui est mis à disposition par l'OP, il faut respecter un cahier des charges. On est astreint donc à un cahier des charges assez rigoureux, déjà dans lequel on s'engage à ne pas faire plus de 12 heures de mer, à soigner notre poisson, à les triper, à le nettoyer, à le glacer au fur et à mesure, enfin à le bichonner, quoi.
Depuis que ce pins a été mis en place, on n'a pas eu trop de chance parce que bon, ça a été l'effondrement des cours du merlu, avec des apports importants. Bon, il n'y a pas que l'Espagne, hein. Il y a du merlu qui arrive d'Afrique du Sud, d'Argentine, où la main-d'œuvre vaut rien. Et on arrive avec des poissons rendus de ces pays à des prix dérisoires, même avec le transport avec l'avion, quoi. L'abondance de merlu sur le marché a fait baisser les cours. Voyons comment les pêcheurs se sont organisés individuellement ou collectivement pour répondre à cette baisse des prix. On a développé un petit peu la vente directe. Alors bon, j'ai ma femme qui vend, j'ai une étal de vente sur Bayonne, où ma femme vend une bonne partie de la production. On fonctionne de cette façon. Mon mari a son bateau à Saint-Jean-de-Luz. Donc lui, il rentre au port à Saint-Jean-de-Luz et il laisse une partie de sa pêche à la criée et une autre partie, moi par rapport à mon besoin, je lui dis ce que je veux et il m'emmène le poisson à Bayonne. Parce que si on vendait le poisson toujours au prix de la criée, on aurait beaucoup de difficultés. Alors ça c'est clair et net. Le but c'est ça, c'est de monter un petit peu le prix moyen du poisson parce qu'à la criée des fois c'est catastrophique, quoi. C'est l'éternel problème, c'est une vente aux enchères et c'est pas nous qui choisissons le prix, quoi. En général, on a en tête le prix de la criée parce qu'on regarde sur internet les ventes qu'on a fait la veille et en plus il y a une moyenne et on essaye de se situer un petit au-dessus. On n'assassine pas les gens mais on se situe au-dessus dans ce qui nous convient pour pouvoir vivre et ce qui en même temps convient aux clients pour qu'ils puissent acheter, quoi. Sur Bayonne, on a vraiment une clientèle fidèle. Voilà, et des gens qui recherchent avant tout la qualité, donc ils sont là pour ça, quoi. Voilà, ils savent qu'on a du poisson frais tous les jours, de la pêche de la veille. Alors même s'il faut travailler le poisson, parce qu'ici on n'a pas le droit de le faire, donc on vend le poisson tel qu'il est sorti du bateau, c'est-à-dire les merlus sont vidés, mais il faut les écailler. Les dorades, il faut les écailler et les vider parce que ça ne se fait pas sur le bateau. Voilà, il y a des espèces comme ça, et les gens viennent essentiellement pour la qualité. Des associations sont venues nous voir. Et nous ont posé la question si ça nous intéressait de vendre directement, de nous coupler à eux, parce qu'il y avait des AMAP qui existaient, où ils achetaient des fruits et des légumes, des produits laitiers, des produits issus de l'agriculture. On a rencontré la responsable du relais AMAP, exactement comme les agriculteurs. Donc on a eu un questionnaire à remplir. Et on a adapté ce questionnaire donc, pour la pêche. Donc là, on avait travaillé avec eux. Et puis ça se passe très très bien, quoi. Il n'y a pas de souci. On a une vie de famille agréable. Et j'essaie aussi avec les matelots de faire la même chose parce que bon, même si on pêche beaucoup la semaine, le bateau reste à quai le dimanche pour que les matelots voient leur famille, leurs enfants et tout ça, quoi. On essaie quand même d'avoir une vie agréable. Et je pense que ça marche parce que bon, j'ai toujours les mêmes matelots depuis des années. Et j'ai pas de problème. Patrick et Sarah ne sont pas les seuls à avoir choisi un mode de commercialisation alternatif. D'autres pêcheurs, regroupés au sein de la coopérative Logicop, ont tenté d'autres formes de vente. La vente à la table et les livraisons de colis poissons. Le rôle de la coopérative, c'est une coopérative de service. C'est-à-dire que nous offrons des services aux pêcheurs. La vente à la table, ça a été une demande des pêcheurs pour aider la commercialisation du poisson. C'est-à-dire que, mécontents des prix pratiqués en criée, les pêcheurs ont décidé de vendre directement leurs poissons. C'est une question de valorisation de la pêche. Les prix étaient très bas, principalement dus à la surpêche pratiquée en Espagne. Les poissonniers et marailleurs se servant de la criée de Saint-Jean-de-Luz comme criée d'appoint, c'est-à-dire qu'ils font pour l'essentiel leurs achats sur la criée de Passares et ne viennent qu'acheter qu'en dernier recours sur Saint-Jean-de-Luz, et ils achètent un poisson qui est d'excellente qualité mais à un prix beaucoup trop bas. Donc les pêcheurs en réaction ont décidé de vendre une partie de leur production à la table. Logicop, pour faciliter la vente à la table de ses adhérents, a mis en place d'abord un système de location de table que nous mettons à disposition de nos adhérents pour un prix de 15 € la journée. Au-delà de la vente à la table, la coopérative Logicop a développé un autre concept, celui de livraison de colis poissons. Le principe du colis poisson, c'est de pouvoir offrir 2 kg de poisson pour une somme de 20 € ou 30 € suivant les espèces de poissons. L'idée est née en 2009.
Le but étant de permettre aux petits bateaux de commercialiser le produit de leur pêche par un autre biais que la vente aux enchères sous criée. Cette méthode de commercialisation leur permet d'augmenter la valeur ajoutée de leurs produits. Donc nous achetons le poisson directement au bateau. Il est reconditionné entier, aucune transformation n'est faite sur le poisson. Les consommateurs bénéficient d'une fiche recette où on leur explique comment nettoyer le poisson et ensuite comment le cuisiner. On retrouve une notion aussi de solidarité vis-à-vis du pêcheur. C'est un petit peu calqué sur le principe des AMAP, mais nous ne pouvons pas être affiliés à une AMAP dans la mesure où ce n'est pas un producteur qui vient livrer sa production, mais c'est la coopérative qui représente les pêcheurs et qui vient livrer sur place. Les ligneurs de Saint-Jean-de-Luz ont compris que la ressource était une véritable alliée. Exercer des pratiques sélectives permettant d'avoir un produit de qualité environnementale et gustative est la clé d'une activité de pêche responsable. Le WWF France soutient les démarches d'identification et de commercialisation mises en place dans la région de Saint-Jean-de-Luz et espère que cette piste sera suivie par le reste de la profession.